Pendant la Seconde Guerre mondiale, des centaines de milliers de soldats allemands tombèrent en captivité. Beaucoup d'entre eux furent envoyés par les Alliés outre-océan, aux États-Unis d'Amérique, et c'est là qu'ils attendaient peut-être la plus grande surprise de leur vie. Ces prisonniers de guerre allemands, souvent élevés par la propagande nazie à croire en la supériorité allemande et la faiblesse de l'Amérique décadente, furent en état de choc total après leur arrivée aux États-Unis face à la puissance industrielle et au niveau de vie américain. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment des soldats aguerris de la Wehrmacht se transformèrent de nazis fiers en observateurs stupéfaits dès qu'ils virent de leurs propres yeux la richesse stupéfiante, l'avancement technique et l'humanité de leur adversaire. C'est l'histoire d'une rencontre inattendue avec la réalité qui ébranla leur idéologie jusqu'au fondement. Dans les minutes qui suivent, nous parcourons ensemble le chemin de ces prisonniers, depuis leurs premiers pas sur le sol américain et leur émerveillement devant l'inondation de lumière, en passant par les visites d'usines géantes et de fermes infinies, jusqu'à la vie dans des camps de prisonniers luxueusement équipés. Dans un instant, nous révélerons comment cette rencontre avec la terre d'abondance influença l'esprit des soldats allemands et quel impact cela eut sur le monde d'après-guerre. Dans cette vidéo, vous apprendrez aussi pourquoi certains de ces prisonniers se souvenaient de leur internement aux États-Unis comme de la meilleure période de leur vie et comment leur expérience contribua à la transformation de l'Allemagne d'après-guerre. Préparez-vous à des contrastes incroyables. Des Allemands qui souffraient de pénurie chez eux se retrouvèrent soudain à manger à satiété et à voir un gaspillage dans des proportions qu'ils n'arrivaient pas à imaginer. Des hommes convaincus de la faiblesse de la démocratie observèrent des femmes et des adolescents servir des machines performantes et durent reconnaître que la force de l'Amérique résidait dans sa liberté et son industrie. Commençons donc par le début, depuis le moment où les premiers transports de prisonniers allemands partirent pour le long voyage vers le cœur de la puissance industrielle. Nous sommes en 1943. Les Alliés triomphent sur le théâtre d'opérations nord-africain et capturent des dizaines de milliers de soldats de l'Africa Korps et d'autres unités allemandes. La Grande-Bretagne, surchargée par le nombre de prisonniers, demande l'aide de son allié d'outre-mer. Les États-Unis hésitent d'abord. Il y a encore 2 ans. Ils n'étaient même pas en guerre, mais finissent par accepter et ouvrent les portes de leur premier camp de prisonniers. Ainsi advint-il que durant les années 1943 à 1945, furent transportés aux États-Unis environ 390 000 prisonniers de guerre allemands. Au total, les Alliés y internèrent environ 425 000 prisonniers de l'Axe. La plupart de ces hommes n'avaient d'abord aucune idée de ce qu'ils pouvaient attendre de ce voyage en Amérique. Certains avaient peur que les vainqueurs les traitent cruellement, d'autres étaient incurieux. Tous cependant partaient avec des images de l'Amérique déformées par la propagande nazie. Ils croyaient que c'était un pays arriéré dominé par les Juifs, une nation de métis ramollis et de mangeurs de frites sans véritable force. Ils ne se doutaient pas que bientôt leur représentation s'effondrerait comme un château de cartes. Le voyage à travers l'Atlantique sur les navires américains durait plusieurs semaines. Après le débarquement sur la côte américaine, les prisonniers furent cependant confrontés à un choc dès le premier instant. Au lieu de l'humiliation ou de la faim qu'ils infligeaient souvent eux-mêmes à leurs prisonniers, ils reçurent un accueil relativement bienveillant. Les soldats furent chargés dans des trains confortables. Beaucoup virent pour la première fois les wagons-lits américains, Pullman, avec leurs sièges de velours et leurs couchettes. Imaginez seulement qu'après le débarquement sur les côtes américaines, vous montiez dans un train-couchette confortable et que vous voyagiez par un trajet panoramique magnifique jusqu'au camp où vous attend un dîner copieux, de la bière et des bons pour 2 paquets de cigarettes. Tout cela aux frais du gouvernement, décrivait plus tard avec incrédulité l'un des prisonniers cette expérience inhabituelle. Tandis qu'en Europe faisait rage la guerre et que les gens souffraient, eux, soldats ennemis, voyagèrent soudain comme des passagers respectés. Déjà ce voyage en train à travers l'Amérique leur ouvrit les yeux. Un ancien membre de l'Africa Korps, Aino Eriksen, se souvenait. De New York au Texas, nous avons traversé tout ce beau pays. Des voitures roulaient sur les routes, les bâtiments brillaient. C'est alors que j'ai commencé à me poser la question, comment avons-nous pu penser que nous pourrions battre les États-Unis dans cette guerre? Les civils américains, qui voyaient parfois marcher les colonnes de prisonniers allemands du port à la gare, étaient tout aussi curieux. Certains s'attendaient à d'effroyables surhommes nazis, peut-être même avec les légendaires cornes diaboliques,
comme les dépeignait la propagande. D'autant plus grande fut leur surprise quand ils ne virent que de jeunes hommes épuisés, souvent déguenillés et émaciés. Un fermier texan déclara avec étonnement après l'arrivée du premier groupe « Ce n'est qu'une bande de gamins ordinaires, aucun surhomme. » Au début, dans ces villages des petites villes du sud américain, régnait de la peur et de l'hostilité envers les prisonniers allemands. Mais quand les gens découvrirent qu'ils n'étaient pas arrivés de bêtes sanguinaires, et surtout quand il s'avéra que les prisonniers pouvaient aider avec la pénurie de main-d'œuvre, les glaces se brisèrent rapidement. Mais n'anticipons pas, ils venaient juste d'arriver. Avant que ces hommes n'atteignent leur camp, il leur restait encore beaucoup de bouches ouvertes et d'yeux écarquillés devant ce qu'ils allaient voir autour d'eux. Dans un instant, nous verrons quelles premières impressions leur laissa le voyage nocturne à travers les villes américaines, pleines de lumière et de fumée d'usines qui fonctionnaient à plein régime, même à minuit. Les Allemands avaient des souvenirs frais de leur foyer, les villes européennes assombries par la guerre, avec un blackout strict et une économie de rationnement. D'autant plus grand fut le choc culturel quand leur train commença à traverser la campagne américaine. Dès la première nuit, les attendait un décor qu'ils n'auraient pas pu imaginer même en rêve chez eux. Les prisonniers regardaient avec fascination par les fenêtres du train le panorama scintillant des villes américaines. « Nous avons traversé cette nuit-là des dizaines de petites villes », écrivait dans une lettre un prisonnier, et chacune d'elles avait plus de lumière que tout Hambourg. En effet, même les petites communes américaines du Sud étaient en 1943 entièrement électrifiées. Les rues étaient bordées d'enseignes au néon, les vitrines des magasins restaient éclairées tard dans la nuit. Dans les fenêtres des maisons brillaient des lumières tranquillement dans plusieurs pièces à la fois. C'était pour des hommes habitués au blackout obligatoire et aux rations d'électricité le premier contraste incompréhensible. Quand les gardes américains leur expliquèrent qu'aux États-Unis chaque ville avait l'électricité installée depuis les années 20 du XXe siècle, beaucoup d'Allemands n'y croyaient pas. « Vous mentez, ce n'est pas possible », accusa l'un des soldats d'escorte américains un jeune prisonnier, et celui-ci ne fit que hausser les épaules. « Vous verrez bien par vous-même. » Et ils virent bientôt. Le train s'arrêta par exemple à Roanoke en Virginie pour faire le plein d'eau et de charbon. Ils n'oublièrent jamais cet instant. Tout l'équipage de prisonniers allemands observa avec stupéfaction comment le personnel de la gare ferroviaire accomplissait des tâches qui auraient pris 2 heures en Allemagne en seulement 30 minutes. Au lieu du chargement manuel pénible de charbon, il y avait là des chargeurs automatiques. L'eau était pompée par des pompes électriques. Les rouages de la locomotive à vapeur étaient graissés par des graisseurs mécaniques. Partout où ils regardaient, ils voyaient des appareils et des machines qui accéléraient et facilitaient le travail d'une manière inouïe. L'un des prisonniers stupéfaits, autrefois ingénieur chez Siemens, notait avec incrédulité dans son carnet « En une demi-heure, ils ont réussi ici ce qui aurait pris à quelques personnes chez nous 2 heures. Tout électrique, automatique, c'est simplement un autre niveau technique. » Mais l'avancement technique n'était qu'un aspect du choc. Encore plus, certains Allemands furent frappés par le comportement même et la richesse des ouvriers américains ordinaires qu'ils observaient lors de cet arrêt. Les prisonniers virent des hommes du chemin de fer, chauffeurs, mécaniciens, ouvriers, comment ils portaient au travail des bottes de cuir qui auraient coûté en Allemagne plusieurs mois de salaire. Ils les virent boire du Coca-Cola dans de vraies bouteilles de verre, puis jeter tranquillement les bouteilles à moitié vides dans la poubelle. Ils observèrent les cheminots américains fumer cigarette sur cigarette, souvent jeter une cigarette non terminée et immédiatement en allumer une nouvelle. Pour des soldats d'une armée où le tabac était une rareté, c'était un gaspillage incompréhensible. Et c'était du gaspillage, mais grandiose, résuma cette scène un prisonnier dans son journal. Ces gens jettent des bouteilles, des cigarettes non terminées, comme s'ils avaient des réserves infinies de tout. Quand le train se remit en marche et continua plus à l'ouest, les impressions choquantes ne firent pas que s'intensifier. Dans la nuit, les Allemands passèrent près de vastes usines enveloppées dans l'obscurité, mais dont les fenêtres brillaient de lumière et d'où s'élevait de la fumée, car les équipes de nuit fonctionnaient. Le spectacle saisissant était complété par des parkings pleins de voitures, et cela même à minuit. Pour les ouvriers allemands, une voiture était à cette époque un luxe inaccessible, et ici, semblait-il, tout le monde avait une voiture, même l'équipe de nuit dans l'usine. Les prisonniers ne faisaient que s'asseoir près des petites fenêtres et ne croyaient pas leurs yeux. Comme le train continuait vers l'intérieur des États-Unis,
Il réalisait que ce qu'il voyait n'était ni un hasard ni une exception. L'Amérique était alimentée par l'électricité et propulsée par des machines d'un bout à l'autre. Des voitures, des lumières, des usines et encore des voitures. L'un des soldats remarqua « Nous avons roulé toute la nuit et il n'y eut peut-être pas un moment où derrière les fenêtres on ne voyait pas les lumières d'une ville ou l'éclat de l'industrie. » Il nous semblait que toute l'Amérique devait être une ville géante illuminée. Cette première nuit en Amérique toucha profondément surtout les prisonniers qui étaient techniquement instruits. Par exemple, un certain Feldwebel, maréchal des logis. Heinrich Müller, électrotechnicien de profession, calcula pendant l'arrêt qu'une petite gare de Caroline du Nord consommait en une heure plus d'électricité que son quartier d'origine à Berlin en une journée entière. Et ce n'était nulle part éclairé inutilement. On éclairait là où il était nécessaire de travailler. Mais en Amérique, comme l'écrivait Müller, il semblait qu'ils avaient de l'électricité et de tout en quantité illimitée. Du wagon-lit luxueux, les prisonniers virent des centaines de fenêtres éclairées et de lampadaires, même des ventilateurs tournant à vide dans des halls vides. Un tel gaspillage insouciant de ressources, comme s'ils en avaient une infinité, secouait la tête ce même ingénieur. Quand ensuite le train traversa les États du Tennessee et du Kentucky, un nouveau jour se leva et les Allemands entrevirent pour la première fois la puissance industrielle américaine dans toute sa beauté à la lumière du jour. Ce qui suivit changea à jamais leur opinion sur les possibilités industrielles des États-Unis, ainsi que sur les perspectives de victoire allemande dans la guerre. Comme le train avec les prisonniers allemands glissait à travers le paysage, derrière les fenêtres se succédaient des images de l'industrie américaine qui coupèrent le souffle. Quand ils traversèrent l'est du Tennessee, ils ne purent ignorer à l'horizon un complexe étendu de bâtiments s'étirant sur plusieurs kilomètres le long de la rivière. C'était la célèbre usine de la firme Alcoa pour la production d'aluminium, alors l'une des plus grandes usines de ce type au monde. Les Allemands découvrirent avec étonnement que cette seule usine faisait environ 5 kilomètres de long, et ses fours électriques de fusion consommaient 175 000 kW d'énergie électrique, donc plus que consommait toute la ville de Munich. Aucun d'eux n'avait jamais rien vu de semblable. Et avant qu'ils n'aient eu le temps d'absorber cette leçon, un autre les attendait. Près de Louisville dans le Kentucky, le train passa près de Rubber Town, un complexe nouvellement construit pour la production de caoutchouc synthétique. À l'endroit où il y avait encore, en 1942, des prairies vides, s'élevèrent en l'espace de seulement 18 mois 4 usines énormes, chacune employant des milliers de personnes, et produisant ensemble environ 800 000 tonnes de caoutchouc synthétique par an. Pour comparaison, l'Allemagne avait certes inventé la technologie de production de caoutchouc synthétique, Buna, mais n'avait jamais réussi à produire plus de 120 000 tonnes par an, même dans la meilleure année de guerre. Chez nous, nous avons toujours pensé que nous étions techniquement en avance, nota là-dessus plus tard un chimiste prisonnier, le lieutenant Erich Hoffmann, qui avant la guerre travaillait pour la firme IG Farben. Quand j'ai vu ces 4 usines chimiques géantes, leurs colonnes de distillation et réacteurs catalytiques, chaque usine plus moderne que tout ce que nous avions construit, j'ai compris que les Américains nous avaient dépassés dans l'industrie, et ils nous ont dit que de tels endroits, il y en avait des dizaines dans ce pays. Et ce n'était toujours pas tout. Peu après, les prisonniers dépassèrent par les fenêtres du train un autre colosse. Cette fois, c'était la célèbre usine Willow Run, près de Détroit, qui produisait des bombardiers quadrimoteurs B-24 Liberator. Les Allemands la regardaient bouche bée. Cette usine était visible à des kilomètres, racontait l'un d'eux. Et ce n'était pas étonnant. Il s'agissait de l'un des plus grands halls d'usine au monde, construit de plus en un temps record, en seulement 9 mois. Sous un seul toit, y travaillaient jusqu'à 42 000 ouvriers en 3 équipes, qui assemblaient des avions à partir de plus d'1,5 million de pièces fournies par 1500 sous-traitants. Au sommet de la production, un bombardier B-24 Liberator terminé quittait la chaîne de montage toutes les 63 minutes, un rythme incroyable qui stupéfia les Allemands. Le pilote allemand prisonnier Hans Werli, qui était assis près de la fenêtre avec la tête bandée, réussit pendant le passage de l'air à compter 17 avions en construction. Il se souvenait, on nous disait que les avions américains étaient de second ordre, bâclés rapidement et de mauvaise qualité, qu'ils se désintégreraient au combat. Mais quand j'ai vu ce travail précis sur la chaîne de montage et la qualité de chaque machine, j'ai compris que ce n'étaient pas des camelotes.
C'étaient des avions de meilleure qualité que nous nous y attendions, et surtout, ils étaient produits à une vitesse que nous ne pouvions pas imaginer. Plus le train pénétrait profondément dans l'arrière-pays américain, plus se dissipaient les mythes de la propagande nazie sur l'Amérique faible et arriérée. Tout cela culmina symboliquement quand les Allemands arrivèrent à la ville de Saint Louis sur le fleuve Mississippi. Le train y traversait sur le célèbre pont Eads Bridge, et les prisonniers regardaient en bas le large cours du Mississippi et les ports adjacents. Que virent-ils? Sur le fleuve se déplaçait lentement une file d'énormes barges de fret, chacune chargée à ras-bord de céréales, de soja et de maïs. Ces barges transportaient ensemble plus de céréales que ne représentait toute la récolte allemande de 1942. Les prisonniers allemands ne faisaient que regarder muets les tours de silos à grains gigantesques, dispersés sur les deux rives du fleuve, dont chacune contenait des dizaines de milliers de tonnes de grains, assez pour nourrir une grande ville pendant des mois entiers. Un soldat bavarois, fils de paysan, écrivit dans son journal « Les Américains transportent des denrées alimentaires dans les quantités où nous transportons des munitions. Ils chargeaient ici une barge de céréales, comme chez nous, nous chargeons des trains d'obus. J'ai vu comment un grutier chargeait du blé. Juste en passant, il mangeait un sandwich avec de la viande épaisse comme notre ration hebdomadaire. » Le même jour en chemin, le train s'arrêta à Kansas City, près d'abattoirs géants et d'enclos à bétail, où attendait l'abattage des dizaines de milliers de têtes de bétail. L'air sentait à des kilomètres le mélange de fumier et de viande. Pour les prisonniers qui, par exemple, dans la campagne d'Afrique, recevaient à peine 200 grammes de viande par semaine, et où chez eux, en Allemagne, une conserve de porc était une fête, c'était encore un spectacle stupéfiant. À travers la clôture, ils virent des ouvriers américains prendre pour le déjeuner d'épais sandwichs au bœuf et les arroser de lait. Un soldat allemand, autrefois cynique, écrivit dans une lettre à la maison « Ces gens mangent de la viande comme nous mangeons du pain. » Non, en fait, mal dit, ils mangent de la viande comme nous voudrions manger du pain. Pourtant, c'est justement à Kansas City que beaucoup de prisonniers eurent leur premier goût du bien-être américain sur leur propre peau. Les gardes sortirent là un groupe de prisonniers du train pour qu'ils s'étirent, et un sergent américain local leur acheta avec sa petite monnaie des hamburgers dans un stand de rue. Imaginons cela, des soldats ennemis qui encore quelques semaines plus tôt se visaient même mutuellement avec des armes. Et maintenant, ils se tiennent sur une gare américaine et reçoivent dans leurs mains un hamburger, un petit pain chaud avec de la viande, du fromage, de la tomate et de la laitue. Les Allemands fixaient cette bonne chose. C'est de la nourriture courante. Le sergent américain acheta 20 hamburgers pour $1. Il ne broncha même pas. Quelque chose d'impensable dans un pays où un soldat payait pour sa nourriture de toute la journée avec des tickets de rationnement. Pour les prisonniers, c'était un autre choc. Ils réalisèrent que l'Amérique était un pays d'abondance énorme, où même un ouvrier ou soldat ordinaire mange à satiété, voire en excès. L'un d'eux se souvenait des années plus tard. Ils nous donnèrent à manger ce que nous n'avions jamais goûté de notre vie, des hamburgers, du lait, et c'était soi-disant pour eux un encas normal. À ce moment-là, j'ai compris qu'une telle nation ne peut pas être affamée. Ce que nous aurions donné pour une miche de pain, et eux nous donnèrent tout un festin juste comme ça. Quand le train arriva finalement à la gare de destination et qu'une colonne de garde mena les prisonniers au premier camp de prisonniers américains, beaucoup d'Allemands étaient mentalement complètement épuisés par cette inondation d'impressions. Et le plus fondamental les attendait encore, des mois et des années de vie dans un pays qui venait de commencer à leur réfuter tout ce en quoi ils avaient cru jusque-là. Avant d'entrer par les portes du camp, cependant, une surprise attendait encore les soldats allemands. Quand ils regardèrent autour d'eux, ils réalisèrent qu'ils avaient traversé essentiellement toute l'Amérique jusqu'au cœur du Texas ou d'autres États, et personne ne les avait tenus les yeux bandés. Les Américains ne cherchaient en aucune façon à empêcher les prisonniers de voir. Au contraire, ils leur montrèrent absolument tout. Ce voyage en train à travers le Midwest américain fonctionna comme une excursion non planifiée. Les Allemands virent la réalité d'un pays qu'ils n'avaient eu jusque-là que par l'intermédiaire de la propagande. Et comme nous allons nous y consacrer en détail dans un instant, ces premières impressions n'étaient que le début. Dès que les prisonniers s'installèrent dans les camps américains et commencèrent à y vivre, leur étonnement et leur choc de la puissance industrielle et matérielle américaine grandirent chaque jour davantage.
Les Américains construisirent dans tout le pays pour les prisonniers de guerre un réseau de camps, dans 45 États, du Texas brûlé par le soleil, en passant par le Midwest agricole jusqu'au Nord froid. Les camps étaient souvent flambant neufs et construits à la hâte, mais offraient déjà au premier regard un hébergement solide. Quand les premiers groupes de prisonniers allemands entrèrent par exemple par les portes du camp Hearne au Texas, plus d'une surprise agréable les attendait. Ce camp, construit littéralement en 4 mois, pouvait loger entre 3000 et 5000 prisonniers. Contrairement aux stalags provisoires qu'ils connaissaient du front de l'Est, se dressaient ici des dizaines de baraques en bois, équipées de choses dont beaucoup de soldats allemands ne pouvaient que rêver chez eux. Dans chaque baraque, il y avait des lumières électriques, des poêles ou le chauffage à vapeur pour l'hiver, l'eau chaude et froide coulait, fonctionnaient des toilettes à chasse d'eau et des douches avec de l'eau chaude. Chaque baraque était construite avec plus de bois que n'en avait tout mon village, commenta cela un rural parmi les prisonniers avec une pointe d'humour amer. Une énorme impression leur fit aussi l'équipement médical du camp, surtout quand ils découvrirent bientôt qu'il servirait aussi à eux, les ennemis. Par exemple, dans le camp Hearne, il y avait un hôpital entièrement équipé avec des lits et des cabinets de consultation. Le chirurgien parmi les prisonniers, un certain lieutenant-colonel Dr. Friedrich Bauer, ne faisait que secouer la tête. « C'est mieux que la plupart des hôpitaux civils chez nous en Allemagne », admit-il. Il y avait là des appareils de rayon X modernes, des salles d'opération, des réserves de médicaments qui n'étaient pas disponibles en Allemagne depuis 1941. Choquant pour lui fut quand les médecins américains dans le camp administrèrent aux prisonniers de la pénicilline, l'antibiotique miraculeux dont les Allemands n'entendaient alors que de vagues rumeurs parce que leurs propres scientifiques n'avaient pas réussi à le développer à temps. Les Américains l'utilisaient pourtant couramment pour soigner même les blessures et infections des ennemis prisonniers. Le docteur Bauer ne croyait pas ses yeux. Les soldats allemands mouraient au front par manque de sulfonamides ordinaires, et ici, les Américains donnent à nous, prisonniers, leurs meilleurs médicaments, et cela même pour des troubles banals. C'est incroyable. Difficile d'imaginer une preuve plus forte de la supériorité matérielle américaine que ce contraste dans le domaine de la médecine. Des expériences similaires attendaient les prisonniers dans toutes les sphères de la vie du camp. Déjà, le premier repas en captivité américaine fut pour beaucoup un choc culturel. Selon la Convention de Genève, les prisonniers avaient certes droit à des rations de nourriture similaires à celles des soldats locaux, mais les Américains nourrissaient souvent les Allemands encore mieux qu'ils n'étaient habitués leurs propres hommes sur le terrain. Chaque camp avait une grande cuisine, et là, les Allemands virent pour la première fois un équipement comme dans un conte de fées, des boîtes frigorifiques grandes comme une pièce, des mixeurs électriques pour la pâte, des lave-vaisselle automatiques, des cuisinières et fours à gaz de la taille d'une petite locomotive, sur lesquels on pouvait préparer un déjeuner pour 5000 personnes. C'était comme si des paysans de la campagne pauvre se retrouvèrent soudain dans la cuisine d'un hôtel de luxe. Et qu'est-ce qui se cuisinait? La nourriture dans les camps américains contenait une telle quantité de produits frais que cela coupait le souffle aux prisonniers. Chaque jour, ils recevaient du lait frais, en plus des œufs, des légumes, de la viande et toujours du pain blanc gonflé. Des choses que les civils allemands ne voyaient ainsi pas ensemble peut-être depuis 1939. Les portions étaient généreuses. Aucune famine n'avait lieu. Et de plus, les règlements américains ordonnaient aux cuisiniers de cuire plutôt 10% de nourriture en plus qu'il n'aurait dû suffire, pour que personne par hasard ne reçoive une portion plus petite. Résultat, il y avait tellement de nourriture que les restes devaient être jetés. C'était pour les Allemands des conditions de guerre une réalité difficilement compréhensible. Aujourd'hui, nous avons jeté plus de nourriture que ma famille n'en a vu en 3 ans, nota avec amertume dans son journal un certain Otto Krebs, autrefois chef cuisinier de Munich, qui maintenant en captivité aidait dans la cuisine du camp. Ce n'étaient pas des provisions gâtées, simplement de l'excédent. Les règlements commandent de cuire un dixième de plus, pour être sûr. Et ce qui ne se mange pas, on le jette simplement à la poubelle. Quand j'ai jeté aujourd'hui dans les déchets du pain parfaitement bon, j'avais envie de pleurer. De telles scènes devinrent bientôt une partie courante de la vie des prisonniers allemands en Amérique. Ils étaient nourris mieux que chez eux, et c'étaient des ennemis vaincus. Il n'est pas étonnant que beaucoup d'entre eux disaient plus tard par exagération que les camps américains étaient le Fritz Ritz, en référence au luxueux hôtel Ritz,
simplement une sorte d'hôtel pour les Fritz. Un prisonnier documenta même que quand les Américains l'avaient recapturé en Afrique, il pesait seulement 58 kg, tandis qu'après 2 ans dans un camp aux États-Unis, son poids grimpa à 83 kg. Bien sûr, ce n'était pas idyllique partout et tous les Américains ne se comportaient pas seulement gentiment avec les Allemands, mais en comparaison avec les horreurs du front de l'Est ou même avec les camps allemands pour d'autres nations, c'était une différence abyssale. Comme le remarqua un témoin, en Allemagne, nous extrayions le travail des prisonniers de guerre jusqu'à l'épuisement. En Russie, on les laissait mourir de faim. Mais les Américains décidèrent de nous montrer leur force différemment. Ils nous nourrissaient des biens et nous traitaient décemment. Et croyez-moi, cela nous frappa peut-être plus fort que s'ils nous avaient battus. Cela ne signifie pas que la vie en captivité était une promenade dans un jardin de roses. Les prisonniers peinaient dans la mesure du possible aussi, devaient se respecter la discipline et étaient loin de chez eux, avec l'incertitude sur le sort de leur famille. Mais les conditions de base pour vivre étaient dans les camps meilleures que celles qu'ils expérimentaient, par exemple en hiver, 1944 les civils allemands ordinaires sous les bombardements. Logement chaud, assez de nourriture, possibilité de se laver. Et très bientôt entra dans leur vie aussi le travail, mais différent de ce qu'ils attendaient, car comme approchait l'automne 1943, se fit jour aux États-Unis le besoin d'utiliser la force de travail des prisonniers, puisque beaucoup d'hommes américains étaient dans l'armée et sur les champs ou dans les usines manquaient les bras. Ce qui suivit devint peut-être le programme de propagande le plus efficace de l'histoire, bien que ce ne fût pas de la propagande au sens propre du terme. Les prisonniers allemands furent en effet affectés au travail directement dans la société américaine, et ainsi ils virent la vraie Amérique de près, chaque jour de leurs propres yeux. Au début, les prisonniers allemands dans les camps étaient gardés par des barbelés et des gardes armés. Mais déjà en quelques mois, ils découvrirent que les Américains n'avaient pas l'intention de les laisser simplement paresser. Selon la Convention de Genève, les prisonniers pouvaient être utilisés à des fins de travail non militaires. Et c'est exactement ce que firent les Américains, surtout quand s'approfondit en 1943 la pénurie de main-d'œuvre dans l'agriculture et d'autres secteurs. Depuis septembre 1943, commencèrent à sortir de beaucoup de camps quotidiennement des camions pleins de prisonniers vers les environs, où ils aidaient dans les fermes, dans les moissons, dans les forêts ou même dans les usines civiles. Bien sûr pas directement dans la production d'armement, mais par exemple dans le traitement des denrées alimentaires, etc. L'armée américaine le permit non seulement par besoin pragmatique, il s'agissait aussi de montrer aux prisonniers le plus possible de la vie américaine. À cela s'ajouta officiellement aussi la soi-disant Special Projects Division, division des projets spéciaux, qui était une initiative secrète du commandement américain visant à la rééducation des prisonniers par les idées démocratiques. Mais selon beaucoup de témoins, aucune conférence ni tract ne firent sur un nazi endurci une telle impression que le simple contact quotidien avec la réalité de la société américaine. Les autobus et camions avec les prisonniers partèrent des camps sans œillères, ni dissimulation du chemin. Ils allaient librement à travers la campagne, et les Allemands voyaient tout. Et il y avait de quoi voir. Par exemple, les prisonniers des camps au Texas traversaient pour la première fois la campagne américaine pleine de vastes fermes. Ils passaient devant d'interminables champs de maïs et de blé, des fermes avec de grandes maisons en bois, vers lesquelles menaient des lignes électriques, et où près de la grange étaient garqués des tracteurs, des voitures particulières et des pick-up. Beaucoup de gamins de la campagne d'Allemagne écarquillaient les yeux. Dans leur village natal, l'électrification était plutôt une rareté et les tracteurs étaient un luxe de grands propriétaires terriens, tandis qu'ici, un fermier ordinaire au Texas avait l'électricité et l'eau courante, une voiture à moteur et plusieurs machines agricoles d'un coup. Un prisonnier nommé Herbert Lang, lui-même fils de fermier, secouait littéralement la tête quand il vit un paysan ordinaire faire fonctionner son moulin à coton, alimenté par l'électricité du barrage du Tennessee. Et même parla avec lui. Il nota, ce fermier n'était pas un riche ni un maître, juste un fermier. Et pourtant, il avait l'électricité, l'eau courante, un camion et une voiture particulière. Ces ouvriers noirs mangeaient au déjeuner des sandwichs dans lesquels il y avait plus de nourriture qu'un ouvrier chez nous en recevait pour une semaine. Et c'était soi-disant normal ici dans toutes les fermes.
Chaque ferme dans les environs ressemblait à un conte de fées. Dans le Nebraska, un groupe de prisonniers travailla dans les champs de betteraves, et ils virent là, en action, une moissonneuse-batteuse et des tracteurs qui remplacèrent une centaine de personnes. Les champs s'étendirent jusqu'à l'horizon, et le fermier américain se vantait seulement qu'il récoltait 60 boisseaux de blé par acre, environ 2 fois plus que le meilleur rendement en Allemagne était autrefois. Le fils du fermier, un garçon de 16 ans, conduisait un tracteur qui avait une plus grande valeur que toute la propriété de mon père, écrivait stupéfait un certain Wilhelm Hoffmann, prisonnier travaillant dans le Nebraska. Quand ce Hoffmann le commenta devant ce garçon américain, le jeune homme ne fit que rire. C'était soi-disant même pas un très bon tracteur, et son papa attendait un nouveau modèle John Deere qui serait encore meilleur. De telles expériences donnaient aux prisonniers allemands des leçons d'économie et de vie. Les équipes de travail furent affectées aussi dans diverses branches de l'industrie. Les conventions de Genève interdisaient certes d'utiliser les prisonniers directement dans la production d'armements, mais il était permis de les affecter là où ils remplaçaient des ouvriers américains enrôlés dans l'armée, ce qui libérait indirectement des mains pour la production d'armes. Grâce à cet échappatoire, des centaines et des milliers de prisonniers allemands entrèrent directement dans les usines et établissements où ils purent observer de leurs propres yeux les procédures industrielles et l'organisation du travail américaine. Par exemple, un groupe de prisonniers travailla dans l'usine Campbell de traitement de tomates dans le New Jersey. Les Allemands restèrent debout bouche bée. Sur la ligne de production, ils traitèrent là, en une seule journée, plus de tomates qu'une conserverie allemande quelconque en gérait en un mois. Et tout cela fut accompli par une poignée d'employés, surtout des femmes et des hommes plus âgés, parce que les jeunes étaient à la guerre. Pourtant, l'usine marchait à plein régime et dépassait même son rendement d'avant-guerre. Le sous-officier prisonnier, Stabsfeld-Webel, Ernst Wagner, qui avait en Allemagne de l'expérience avec une usine alimentaire, décrivait cette scène. Tout ici était automatisé. Tapis roulants électriques, remplisseurs automatiques de conserves, chaudières à vapeur pour cuire des centaines de boîtes de conserve à la fois. Assis. Une petite vieille dame était assise là, près du panneau de contrôle, buvait du café et écoutait la radio, tandis que cela gérait le travail pour lequel, chez nous, il aurait fallu 50 personnes. Quand j'ai vu cela, j'ai réalisé à quel point nous sommes en retard en technique et organisation. Un autre groupe de prisonniers aida à décharger du charbon près d'une centrale électrique près de l'usine automobile River Rouge à Detroit. À travers la rivière, ils virent le complexe des usines Ford, et de plus, ils virent bas son parking plein de milliers de voitures. Un officier allemand écrivait stupéfait. Tant de voitures appartenant aux ouvriers. Chez nous, même la plupart des officiers n'ont pas de voiture. Et ici, un ouvrier arrive à l'usine avec sa voiture. Le gardien nous affirmait que beaucoup d'ouvriers ici ont même 2 voitures, une pour aller au travail et une autre pour la famille. Nous pensions qu'il se moquait de nous, mais il était sérieux. River Rouge employait à cette époque presque 100 000 personnes et s'était reconverti de la production civile à la production de guerre. Il produisait des jeeps, des moteurs de tanks et autres matériels. Les prisonniers apprirent que cette usine brûlait 1,5 million de kilowatts d'électricité par jour, donc dépassait la consommation de toute la grande ville de Hambourg. Il y avait simplement tellement de choses que leur esprit n'arrivait pas à traiter. Partout une intensité énorme de production et d'approvisionnement, et des gens qui se plaignaient des heures supplémentaires, tandis qu'ils produisaient des volumes que les Allemands n'atteignaient pas, même avec le déploiement de travail forcé et un fonctionnement en 2 équipes. Un maître prisonnier des usines Krupp écrivit « Je pensais comprendre l'industrie, mais ceci dépasse l'imagination. J'ai vu une coulée tomber au sol et durcir. Les Américains haussèrent les épaules qu'un peu d'acier était venu en vain. Mais ce déchet était plus que nous sommes capables de produire. À ce moment-là, j'ai compris qu'ils ont vraiment des ressources illimitées. » Et ainsi les jours passaient, et chaque jour apportait de nouvelles comparaisons. Les prisonniers travaillaient par exemple dans les champs au Kansas, et virent les moissons à l'américaine. Un grand propriétaire récolta d'une seule ferme autant de céréales qu'en Allemagne, toute une province. D'énormes moissonneuses-batteuses roulaient dans les champs, comme des navires sur une mer dorée de céréales, et les silos avalaient une récolte qui aurait nourri la moitié de l'Europe. En Californie centrale, les prisonniers aidèrent à cueillir des fruits dans d'interminables vergers, et ne crurent pas leurs propres yeux quand ils virent des agriculteurs américains détruire intentionnellement une partie de la récolte.
parce qu'aux États-Unis, il y avait trop de fruits et leur prix aurait baissé. Les fermiers se débarrassaient des excédents. Des oranges et pêches parfaitement bonnes, poussées au bulldozer, dans une fosse juste à cause d'un petit défaut d'apparence. Ils labourèrent des vergers entiers, juste pour maintenir les prix. Pour nous qui avions faim chez nous, c'était un moment où beaucoup craquèrent, décrivit un fermier allemand, cette horreur psychologique du gaspillage de denrées alimentaires. Les prisonniers demandèrent ce même aux gardes s'ils ne pourraient pas envoyer ces fruits à leurs familles affamées en Allemagne. Mais ce n'était pas possible, et les surveillants américains ne faisaient que hausser les épaules avec compassion en disant « c'est simplement notre système ». Du point de vue des Allemands, c'était un système d'excédent infini, si infini qu'ils pouvaient se permettre de détruire des réserves pour soutenir le marché. Dans ces circonstances, se produisit un retournement fondamental dans l'esprit de beaucoup de prisonniers. Quand la propagande leur enseignait la faiblesse de la démocratie, sur les Américains tourmentés par le chômage et la crise, sur le système plutocratique juif qui s'effondrerait soi-disant au premier coup, ils voyaient maintenant l'opposé. Ils voyaient du labeur, de la richesse, de la modernité, une industrie sans équivalent. Progressivement cessèrent donc les discours sur la victoire allemande. Déjà à la fin de 1943, les officiers de renseignement américains dans les camps signalaient un phénomène qu'ils appelèrent « syndrome d'effondrement idéologique ». Beaucoup de prisonniers, après toutes ces expériences, cessèrent de croire à la propagande nazie. Un officier américain, en décembre 1943, déclara « Quand nous leur montrons des statistiques de production, ils ne se disputent plus. Ils ont vu trop de leurs propres yeux. Même les nazis les plus fanatiques se turent. Ils restent loyaux à l'Allemagne, mais ne parlent plus de victoire. Beaucoup remettent ouvertement en question ce qu'on leur avait raconté chez eux sur l'Amérique. Cela se manifesta aussi dans ce que les prisonniers écrivaient dans les journaux du camp. Dans beaucoup de camps, en effet, les Américains permirent de la publication de journaux de prisonniers en allemand, bien sûr censurés. Au début, ces feuilles étaient pleines de slogans sur le génie du Führer et la détermination allemande. Mais progressivement, le ton changea. Par exemple, le journal Der Ruf, paraissant dans le camp Fort Kearney au Rhode Island, se déplaça pendant l'année 1944 du nationalisme défiant vers des discussions sur la démocratie, l'économie et la reconstruction d'après-guerre. Tout cela était mené par les prisonniers eux-mêmes, surtout ceux que les Américains identifièrent comme anti-nazis et auxquels ils donnèrent de l'espace. Et, ce qui était remarquable, même beaucoup de nazis zélés au départ commencèrent à écouter ces débats. Dans les lettres à la maison et dans les correspondances apparurent des questions dont ils n'auraient même pas osé réfléchir auparavant. Le sous-lieutenant Hermann Goetz, capturé en Tunisie, écrivit dans une lettre qui passa la censure « On nous disait que l'Amérique est une nation métisse, faible, divisée, dominée par les Juifs, incapable de mener la guerre. Chaque jour ici, je vois l'opposé. C'est la nation la plus organisée, la plus unie et la plus puissante au monde. Ils nous ont nourris de contes de criminels. » Pour la cassure finale des illusions, eut aussi de l'influence une série d'autres moments. Paradoxalement, l'un d'eux fut le traitement des prisonniers italiens. Comme on le sait, l'Italie capitula en septembre 1943 et passa du côté des Alliés. Les prisonniers de guerre italiens aux États-Unis eurent le choix. S'ils juraient qu'ils ne combattraient pas contre les Alliés, ils pouvaient former des unités de service italiennes et obtenir certains privilèges, meilleurs logements, régime plus libre et même solde. Beaucoup d'Italiens acceptèrent cette offre, et les prisonniers allemands virent soudain leurs anciens alliés. Les Italiens que Hitler aimait tant humilier, comment maintenant ils travaillaient aux côtés des Américains, se déplaçaient librement hors du camp, avaient par exemple même des uniformes plus élégants, recevaient plus d'argent et certains sortaient même avec des filles américaines dans les villes locales. Un sous-officier allemand, Friedrich Schulz, commenta cela dans une lettre à la maison avec ces mots. « Les Italiens nous ont trahis, et pourtant, les Américains se comportent mieux avec eux que nous ne nous comportions avec eux quand ils étaient nos alliés. Ils travaillent librement, gagnent de l'argent, envoient des colis chez eux. Les Américains ne ressentent aucune haine envers eux. Cette démocratie que nous avons appris à mépriser semble plus honnête que notre propre système. » Noël 1943 apporta ensuite peut-être le moment le plus émouvant qui brisa les derniers restes d'obstination chez beaucoup de prisonniers. Dans tous les États-Unis se leva en effet une vague de bonne volonté envers les ennemis de Noël. Diverses associations civiques, églises et associations
préparèrent pour les prisonniers allemands et autres prisonniers de guerre des paquets cadeaux, des vœux et des bonnes choses. La Croix-Rouge américaine envoya dans les camps un demi-million de paquets de Noël pour les prisonniers. Ils contenaient des cigarettes, du chocolat, des biscuits, des savons, de petits jeux, etc. Dans beaucoup de villes, les communautés locales invitèrent même les prisonniers au dîner de réveillon chez eux, bien que les autorités l'interdisent, souvent pour des raisons de sécurité. Dans le camp Hearne au Texas vint une chorale méthodiste locale et chanta derrière les barbelés des cantiques de Noël aux prisonniers allemands dans leur langue natale. Des femmes de la petite ville voisine firent cuire et envoyèrent des gâteaux et de la pâtisserie. Les scouts fabriquèrent des cartes postales artisanales avec des vœux. Un officier allemand, Walter Müller, qui avait perdu son frère lors des bombardements à Hambourg, fut bouleversé par cette manifestation d'humanité. Ils savent que nous sommes leurs ennemis. Beaucoup d'entre eux ont des fils et des maris qui combattent contre nous, et pourtant ils nous témoignent l'amour chrétien. Aucune propagande, une vraie bienveillance. Qu'est-ce que c'est comme gens qui se comportent ainsi avec les ennemis? Seulement quelqu'un qui est absolument sûr de la victoire et ferme dans sa force. Le réveillon de Noël, 1943, les camps préparèrent ensuite pour les prisonniers un dîner de fête qu'ils n'avaient pas connu même les plus hauts dignitaires à Berlin. Au dîner fut servi de la dinde, du jambon, de la purée de pommes de terre, des sauces, des légumes, des gâteaux, de la crème glacée, tant de nourriture et de telle sorte que les Allemands n'en avaient même pas vu depuis leur jeunesse, voire plutôt leurs parents depuis l'époque d'avant la Première Guerre mondiale. Les prisonniers se gavèrent à éclater, jusqu'à en avoir mal au cœur. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'une telle quantité de nourriture puisse être consacrée aux ennemis. L'un d'eux écrivit « Nous avons mangé comme des rois, mieux que mangent les généraux allemands, mieux que les membres du parti, et ce n'était soi-disant rien d'exceptionnel. Les gardes nous dirent qu'un tel dîner, chaque famille américaine l'a à Noël. S'ils peuvent ainsi nourrir des prisonniers, que mangent donc leurs propres soldats ?» Peu après ces Noëls, il était déjà évident que le moral et les opinions des prisonniers avaient radicalement changé. Beaucoup d'Allemands commencèrent à dire ouvertement qu'ils avaient hâte qu'un jour, l'Allemagne aussi soit aussi bien lotie que l'Amérique. Mais pour cela, il faudrait beaucoup changer. Et c'est justement dans les camps qu'ils eurent l'occasion de commencer à apprendre ces changements. Les Américains commencèrent en effet à offrir aux prisonniers des programmes éducatifs. Qui voulait pouvait s'inscrire à des cours d'anglais, d'histoire, de mathématiques et même à des séminaires politiques où l'on donnait des conférences sur la démocratie et l'économie. Plus de 40 000 prisonniers s'inscrivirent avec le temps à divers cours. Les universités américaines fournirent des matériels de correspondance. Par exemple, l'University of Chicago envoya des polycopiés, Stanford University envoya même des professeurs pour donner des conférences dans les camps sur le gouvernement démocratique ou les innovations agricoles. Les médecins prisonniers eurent la possibilité de travailler aux côtés de docteurs américains dans les hôpitaux de camp, et même d'apprendre les nouveautés en médecine. Dans le camp Camp Shelby se tenaient même des conférences sur la physique nucléaire, auxquelles participa par exemple le docteur Wilhelm von Braun, physicien allemand prisonnier. Il fut stupéfait quand des professeurs américains, souvent juifs, lui expliquèrent volontiers des découvertes scientifiques, et cela sans haine, sans condescendance, même avec ceux qui étaient leurs ennemis. Il écrivit plus tard « Les professeurs américains, y compris des réfugiés de notre Allemagne, nous enseignaient comme si de rien n'était. Ils parlaient de la science comme d'un héritage commun de l'humanité. Ils étaient des années en avance sur nos recherches, et cette connaissance, ils n'hésitaient même pas à la partager même avec les ennemis. Cette générosité d'esprit pour nous, élevée par le nazisme, était incompréhensible. Dans les camps fonctionnaient aussi des bibliothèques. Il était possible d'emprunter librement des livres américains, de lire des journaux américains, d'écouter la radio. Beaucoup d'Allemands goûtèrent pour la première fois à quoi ressemble une société sans censure. Ils pouvaient comparer différents journaux et virent dès que les Américains n'avaient pas peur de critiquer leurs propres politiciens, et cela tranquillement devant les prisonniers. Dans les camps, ils passaient aux prisonniers aussi des films hollywoodiens ordinaires. Aucune propagande alliée pour les prisonniers, mais la production cinématographique courante. Les soldats allemands virent ainsi par exemple le grand film « Autant en emporte le vent » Gone with the Wind, où est dépeinte la défaite du Sud dans la guerre civile américaine et la reconstruction d'après-guerre.
Beaucoup d'entre eux furent étonnamment émus, car ils y virent un parallèle avec ce qui arriverait un jour à leur propre pays, la défaite et la nécessité de se rétablir. Encore plus les toucha le film Les raisins de la colère, The Grapes of Wrath, dépeignant la misère des fermiers pendant la grande crise. Les Allemands s'étonnèrent que les Américains montrent si ouvertement leurs problèmes et faiblesses à des ennemis étrangers. Ils ne cachent rien, écrivit l'officier Joseph Kramer après la projection. Ils nous montrent leurs problèmes, échecs, conflits. Et pourtant cette sincérité les rend plus forts, pas plus faibles. En Allemagne, une telle critique signifierait un arrêt de mort. Ici, cela se prend comme une manifestation de patriotisme. Tout cela était de petits éclats qui ensemble agiraient sur l'esprit des prisonniers allemands avec une force écrasante. L'idéologie nazie perdait pas à pas sa crédibilité à leurs yeux. Où ils étaient autrefois programmés pour la haine et le mépris, là maintenant ils ressentaient du respect, et souvent même de l'affection pour les valeurs américaines. L'un des officiers américains le résuma avec esprit. Le meilleur camp de rééducation pour un nazi est un réfrigérateur plein, une bibliothèque et une douche chaude. Cela vous passe l'envie de démagogie sur la supériorité en jouant. Arriva l'année 1944 et sur les théâtres d'opérations européens se préparait l'affrontement décisif. De l'autre côté de l'Atlantique, pendant ce temps, les prisonniers allemands continuaient d'observer l'infatigable production américaine qui atteignait son sommet. Durant le printemps 1944, les États-Unis stimulèrent leurs usines aux performances maximales avant l'invasion planifiée de la France. Beaucoup de prisonniers l'observaient de première main. Par exemple, dans le chantier naval Higgins, à la Nouvelle-Orléans, ils virent comment les ouvriers de montage construisaient 700 barges de débarquement par mois, chaque barge comprenant 26 000 pièces. Ce qui choqua peut-être encore plus les prisonniers. Parmi les employés, il y avait des milliers de femmes, mais aussi beaucoup d'Afro-Américains et même des jeunes gens autour de 16 à 17 ans qui, dans l'usine, faisaient fonctionner des perceuses, des grues, soudèrent des plaques d'acier. Le sous-officier Kurt Zimmermann y écrivit « Les femmes font un travail d'homme, les Noirs font fonctionner des machines complexes, les adolescents travaillent avec des perceuses. Tout ce qu'on nous disait qui n'était pas possible en démocratie fonctionne ici, et la production ne s'arrête pas. On roule en 3 équipes, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En un mois, ils produisent ici plus de barges que notre marine n'en a construit en un an. Dans l'Ohio, pour changer, un groupe de prisonniers vit l'acierie Republic Steel qui crachait 10 000 tonnes d'acier par jour. C'était une production que toute la rure allemande ensemble aurait eu du mal à gérer. Les hauts fourneaux y fonctionnaient sans arrêt. Dans les fours arrivaient continuellement des trains avec du minerai de fer du Minnesota et avec du charbon de Pennsylvanie. Les Allemands ne croyaient pas leurs propres yeux. Un tel flux ininterrompu de matières premières et de travail, et tout cela dans une échelle énorme. Une seule usine avec un rendement plus grand que tout le cœur industriel de l'Allemagne. Un technicien prisonnier admit plus tard. Les ouvriers là-bas pestèrent contre les heures supplémentaires et la fatigue, tandis qu'ils produisaient des quantités que nous n'aurions pas atteintes même avec le déploiement d'esclaves et des heures supplémentaires doubles. Ici aussi, les prisonniers virent le gaspillage comme preuve de force. Les ouvriers se plaignaient qu'un peu d'acier leur avait coulé du four et s'était figé en vain, tandis que les Allemands auraient été reconnaissants pour ce peu. Arriva l'été 1944 et avec lui l'épreuve stupéfiante de la capacité agricole américaine. Nous avons déjà mentionné comment les prisonniers observaient les moissons de céréales et de fruits. Justement, les moissons d'été 1944 dissipèrent définitivement les légendes nazies sur l'Amérique faible. Les Allemands commençaient à comprendre que les États-Unis étaient capables de nourrir littéralement le monde entier. Dans une ferme du Kansas, ils virent comment un seul agriculteur récoltait plus de blé que toute l'Allemagne n'en importait en un an de l'étranger. Un autre prisonnier décrivait comment les Américains avaient des prises de vue aériennes, d'énormes champs, des milliers de miles carrés de champs dorés. Ils pouvaient tranquillement perdre la moitié de leur récolte et avoir quand même plus de céréales que l'Europe ensemble. En Californie, les prisonniers virent des vergers et vignobles jusqu'à l'horizon. Et à leur consternation aussi, ce phénomène avec la liquidation des excédents, des montagnes d'oranges recouvertes de terre par des bulldozers, parce qu'il y en avait trop. Certains ne le supportèrent simplement pas psychiquement. Pleurer sur la nourriture jetée,
Même des vétérans du front endurci savaient le faire. Ils détruisèrent de la nourriture pour maintenir les prix, écrivait un agriculteur prisonnier choqué Otto Schulz. Des montagnes d'oranges bulldozées dans des fosses parce qu'ils en avaient trop. Nous avons supplié qu'ils nous permettent de les envoyer en Allemagne aux familles. Les gardes compatissaient avec nous, mais dirent que ce n'était pas possible. Ce gaspillage était une preuve stratégique de ressources illimitées. Et puis, arriva juin 1944 et la nouvelle qu'attendait le monde entier, l'invasion des Alliés en France. Pour les prisonniers allemands en Amérique, ce fut le dernier clou dans le cercueil de leur foi en la victoire. Quand ils apprirent le débarquement en Normandie le 6 juin 1944, beaucoup restèrent se planter comme foudroyés. Ils savaient bien que l'Allemagne craignait l'invasion, mais ne soupçonnaient pas dans quelle ampleur elle aurait lieu. Maintenant, ils entendaient les chiffres. 6 000 navires, 11 000 avions, 150 000 soldats dans la première vague. C'étaient des tailles d'opération qui dépassaient même les représentations les plus folles d'Hitler. Dans les camps, ils projetèrent aux prisonniers, déjà après quelques jours, des actualités cinématographiques, britanniques et américaines de l'invasion. Les soldats allemands virent ainsi des images en noir et blanc de flottes infinies de navires, de ports artificiels Mulberry, de flots de tanks et de soldats déferlant en France. Ils comprirent que leur patrie était écrasée par une puissance qu'ils avaient autrefois tant sous-estimée. Un prisonnier, Friedrich von Tauben, écrivit « Nous savions qu'avec cela, tout était perdu, non seulement cette guerre, mais tout le projet nazi. Nous avons défié en duel la plus grande puissance industrielle du monde, et cela avec des comptes et des mythes ratios. Nous avons envoyé des chevaux contre leurs camions, des fusils contre leurs mitraillettes, du courage contre leurs ressources illimitées. » Après le jour J de plus, affluèrent en Amérique d'autres dizaines de milliers de prisonniers par mois, car sur le front occidental se rendaient des unités allemandes entières. Les camps aux États-Unis craquaient dans leur couture. Au printemps 1945, il y avait là plus de 370 000 Allemands. Les nouveaux arrivants, souvent encore pleins de fanatisme, rencontrèrent dans les camps des vétérans de captivité qui parlaient déjà autrement. Un côté d'expérience de la réalité américaine restait encore à raconter. À côté de la technique et de l'abondance, c'était l'humanité et le traitement décent qui frappa profondément les prisonniers. Les Américains, en effet, avec toute la dureté du combat, montrèrent dans les camps aussi leur générosité et compassion, quelque chose qui s'accordait en fait à l'image nazie des Américains sentimentaux dégénérés. Les Allemands se les peignaient comme des idéalistes ramollis, mais qui dans la réalité prit une dimension complètement différente. Les prisonniers comprirent que la générosité pouvait provenir d'une énorme confiance en soi et force morale. Par exemple, quand un soldat prisonnier nommé Hans Miller reçut une nouvelle de la Croix-Rouge qu'à lui était mort dans un bombardement allié sur Hambourg, son petit-fils, le commandant américain du camp, l'appela personnellement, lui transmit cette nouvelle écrasante et exprima sa sincère compassion. Hans Miller en fut ému. Le commandant du camp ennemi, dont le pays bombardait justement l'Allemagne, lui présentait ses condoléances pour la mort de son fils. Une autre fois arriva une lettre d'une certaine femme allemande, épouse du prisonnier Paul Fischer, qu'elle souffrait chez elle et n'avait pas de quoi nourrir les enfants. Quand les associations religieuses américaines l'apprirent, elles décidèrent d'envoyer par la Croix-Rouge des paquets avec de la nourriture en Allemagne pour la famille de ce prisonnier. Des civils ennemis dans un pays que l'Amérique bombardait activement, approvisionnés en denrées alimentaires. Les Allemands dans le camp regardaient. Les Américains distinguent entre le régime nazi et les Allemands ordinaires. Ils disaient moi qu'ils combattaient contre Hitler, pas contre la nation allemande. Cette thèse que les prisonniers balayaient autrefois, comme des phrases propagandistes, se confirmait devant leurs yeux, comme une réalité sincère. Les Américains donnaient en effet clairement à entendre qu'ils ne visaient pas l'extermination des Allemands. Au contraire, ils se préparaient à la reconstruction d'après-guerre et voulaient avoir des Allemands comme futurs alliés. Par exemple, aussi en disant aux prisonniers les plans futurs, ils parlaient d'aider un jour l'Allemagne à se remettre sur pied, qu'ils avaient de préparer le plan Marshall, dont les prisonniers apprirent même avant qu'il soit officiellement annoncé. Tout cela formait chez les Allemands un germe de confiance et de responsabilité. Ils sentaient qu'ils avaient la possibilité d'apprendre et de s'engager dans la construction d'une nouvelle patrie meilleure au lieu des fantaisies nazies. Les soins de santé pour les prisonniers étaient un autre exemple d'humanité américaine.
Les médecins allemands en captivité purent travailler avec des collègues américains qui les familiarisèrent avec des procédures modernes. Certains prisonniers subirent dans les hôpitaux de camp des opérations qu'ils n'auraient si pu se permettre en Allemagne que les riches ou l'élite du parti. On alla même jusqu'à la nouveauté, les soins psychiatriques. Dans la Wehrmacht, un soldat avec un choc nerveux recevait plutôt des moqueries ou une punition. Dans un camp américain, si un prisonnier s'effondrait ou tentait de se suicider, il lui assurait une thérapie, pas des coups ou une punition. Le docteur Friedrich Bauer, ce médecin du camp, s'étonnait. Quand un prisonnier avait une dépression nerveuse, les Américains le soignaient par des entretiens, pas avec une matraque. Ce traitement humain des ennemis révélait une force que nous ne comprenions pas, la confiance en soi du véritable pouvoir. C'était déjà le début de l'année 1945 et la guerre approchait de sa fin. La plupart des prisonniers allemands aux États-Unis avaient maintenant passé dans le pays 1 an ou 2 et étaient des gens complètement différents de ceux qui descendaient des navires. Le programme secret Special Projects travaillait pendant ce temps à plein régime. Dans les camps naissaient des cours démocratiques auxquels s'inscrivirent volontairement plus de 25 000 prisonniers. Ils étudiaient la Constitution américaine, parlaient du marché libre, des droits de l'homme. Dans des cercles de discussion se débattait comment pourrait ressembler l'Allemagne d'après-guerre. Même certains officiers qui avaient autrefois juré fidélité à Hitler esquissaient maintenant sur un bout de papier des plans comment réformer chez eux l'agriculture selon le modèle américain ou comment relancer l'industrie. Un ancien officier fanatique, Hermann Göring, par coïncidence de nom, il n'avait rien en commun avec le maréchal Göring, se souvenait en 1975. Nous sommes devenus des missionnaires de la démocratie, pas par contrainte ou propagande, mais simplement parce que nous avons vu. De nos propres yeux, nous avons vu que cela fonctionnait. Nous avons vu des gens ordinaires vivre mieux que la noblesse allemande. C'est ce que nous voulions aussi pour l'Allemagne. Les autorités américaines commencèrent même vers la fin de la guerre à avoir peur que les prisonniers ne soient des admirateurs trop zélés de l'Amérique. Certains prisonniers demandaient s'ils pourraient rester aux États-Unis définitivement après la guerre. D'autres se lièrent par correspondance avec des filles américaines et naquirent même des romances et mariages. Et des milliers d'entre eux revinrent effectivement après la guerre comme immigrants aux États-Unis. Dans les années 50, beaucoup avec des familles entières. Encore une dernière connaissance attendait les Allemands en captivité au printemps 1945 et moralement la plus dure. En avril 1945, les Alliés commencèrent à libérer les camps de concentration en Allemagne, et les journaux et actualités cinématographiques firent le tour du monde avec des images d'horreur de Dachau, Bergen-Belsen, Buchenwald et d'autres camps de la mort. Les commandants américains jugèrent que les prisonniers allemands devraient béquer voir ce que leur régime avait commis. Dans les camps, ils projetèrent donc aux prisonniers des films et photographies, des silhouettes squelettiques de prisonniers, des tas de cadavres, des chambres à gaz. Beaucoup de prisonniers refusèrent d'abord d'y croire. Ils pensèrent que c'était de la propagande inventée, tant c'était horrible. Mais puis commencèrent à arriver des lettres et témoignages de chez eux, qui confirmèrent les horreurs. Le résultat fut un ébranlement et une honte totaux. Des hommes qui, malgré la défaite militaire, conservaient au moins la fierté de le honneur allemand, devaient maintenant faire face au fait que leur patrie avait commis des crimes énormes. Tout ce pourquoi nous avons combattu n'était pas seulement vaincu, c'était le mal, écrivit un prisonnier, Walter Schmidt. Nous pensions que nous étions des combattants pour une grande cause. Nous avons découvert que nous étions des instruments de criminels. Nous croyions que nous apportions la civilisation aux nations inférieures. Et nous étions ceux qui se comportaient comme des barbares. Ces Américains que nous appelions faibles et corrompus nous ont montré ce qu'est la vraie civilisation. Ce fut la catharsis finale. Quand en mai 1945 la guerre se termina, les prisonniers allemands en Amérique la vécurent avec des sentiments très mélangés. D'un côté, le soulagement que les horreurs se soient terminées et qu'ils puissent peut-être rentrer chez eux. De l'autre côté, l'incertitude, que sera-t-il de leur pays? Et en plus, la honte et la déception, tout ce en quoi ils croyaient s'était effondré. La plupart d'entre eux durent s'accommoder du fait que l'Amérique, leur ennemi, avait raison et eux non. Comme quelqu'un le dit de manière saisissante, nous sommes arrivés en captivité comme de fiers nazis, et nous en sommes repartis comme d'humbles démocrates. C'est bien sûr une généralisation, tout le monde ne changea pas du jour au lendemain. Mais à l'échelle massive, une certaine transformation de la pensée eut effectivement lieu.
Avant que les prisonniers soient libérés de retour dans leur patrie, ils passèrent dans les camps américains encore plusieurs mois après la capitulation. Ces derniers mois, les Américains les utilisèrent pour les préparer au retour, et en fait au rôle de futurs envoyés des valeurs américaines en Allemagne. Dans les camps se lancèrent des cours pratiques. Ils apprenaient des méthodes agricoles modernes pour aider chez eux à augmenter la production alimentaire, et divers métiers et compétences nécessaires pour la reconstruction. Se tenaient des conférences sur la démocratie, sur le futur développement économique de l'Europe, etc. Beaucoup de prisonniers s'aventurent déjà pour l'aide américaine planifiée, plan de Marshall, et donc que les États-Unis ne voulaient bien pas détruire l'Allemagne, mais au contraire la restaurer. L'un d'eux, Friedrich von Tauben, le résuma. Ils nous préparèrent à restaurer notre pays. Ils nous donnèrent des compétences, des connaissances, de l'espoir. Ils firent de nous, de soldats vaincus, de futurs citoyens. Cette générosité des vainqueurs était pour des cerveaux lavés par la vengeance nazie incompréhensible, mais réelle. Dans les années 1945 à 1946, furent ensuite rapatriés plus de 370 000 Allemands des camps américains de retour en Europe. Ces rapatriés arrivèrent dans un pays en ruine, ville bombardée, économie détruite, pays divisé en zones d'occupation et foule de gens affamés. La plupart retourna dans les zones occidentales et méridionales, administrées par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Une partie puis dans la zone soviétique, future RDA. Mais où qu'ils finissent, ils apportèrent avec eux quelque chose de très important, la connaissance de comment fonctionne une société industrielle démocratique. Ils furent inconsciemment éduqués dans les camps américains à croire que la prospérité n'est possible que dans la liberté et la coopération, non dans la guerre et la supériorité. Et comme il s'avéra bientôt, cette graine tomba sur un terrain fertile, surtout dans la partie occidentale de l'Allemagne. Une série d'anciens prisonniers s'engagea en effet activement après le retour dans la reconstruction de l'Allemagne. Certains devinrent des personnalités importantes de la vie économique et politique de la nouvelle République fédérale. Par exemple, Hans Kroll, autrefois prisonnier au camp Camp Shelby, devint diplomate ouest-allemand et plus tard ambassadeur, entre autres auprès des États-Unis. Walter Hallstein, qui dirigea soi-disant en captivité des cours éducatifs pour les autres, devint juriste et après la guerre même le premier président de la Commission européenne, l'un des pères de l'intégration européenne. Rüdiger von Weschmar, prisonnier à Herne au Texas, servit plus tard comme représentant ouest-allemand à l'ONU. Edward Ament, dans le texte anglais donné comme Edward Ackerman, emprisonné à Fort Robinson, devint chez lui l'un des initiateurs de la réforme agricole et de la mécanisation dans l'agriculture d'après-guerre. Ces gens et des milliers qui leur ressemblaient apportèrent des méthodes américaines dans l'industrie allemande, l'efficacité américaine dans l'agriculture allemande et les idéaux américains de liberté dans la politique allemande. Ce n'est pas un hasard que le soi-disant miracle économique de l'Allemagne de l'Ouest, dans les années 50, reposait en partie aussi sur les connaissances et l'inspiration que ces rapatriés obtinrent dans les camps américains. L'un d'eux, Hans Kroll, le formula plus tard clairement dans ses mémoires. Nous avons appris que le bien-être découle de la liberté, pas de la conquête. Nous avons vu que la démocratie crée la richesse. La diversité apporte la force et le bon traitement des travailleurs augmente la production. Ces leçons que nous avons reçues comme prisonniers ont formé la nouvelle Allemagne. Les historiens évaluent donc l'expérience des prisonniers allemands aux États-Unis comme l'un des chapitres de rééducation les plus réussis de l'histoire. Sans contrainte et propagande classique, la simple réalité, la puissance industrielle américaine et les principes démocratiques en pratique réussit à transformer des nazis endurcis en futurs démocrates. Le programme réussit justement en laissant parler les faits. Les prisonniers virent la société américaine à l'effort maximum, mais en même temps sentirent sur leur propre peau le traitement humain. Ils virent une capacité industrielle stupéfiante qui rendait la production allemande ridicule. Ils vécurent un niveau de vie et un confort quotidien qui révélèrent les promesses nazies d'abondance comme une illusion. Comme le résuma l'historien Arnold Kramer, expert éminent du sujet des prisonniers allemands aux États-Unis, l'Amérique gagna cette guerre idéologique non par des slogans réfléchis, mais par la simple réalité. Chaque repas à satiété, chaque lumière électrique, chaque toilette à chasse d'eau, tout cela était des arguments contre le nazisme. Les prisonniers furent moins convaincus par la prospérité. Et les chiffres le confirment,
Sur plus de 371 000 prisonniers allemands aux États-Unis, seulement 2222 tentèrent de s'évader, donc moins d'1%, et aucune de ces évasions ne se termina par une fuite permanente. L'écrasante majorité ne voulait donc pas s'enfuir. Ils réalisaient qu'ils étaient en fait mieux derrière les barbelés qu'ils ne l'auraient été en fuite ou même chez eux, dans la patrie ravagée par la guerre. Les enquêtes d'après-guerre parmi les rapatriés montrèrent de plus que 95% des prisonniers évaluaient leur traitement en Amérique comme bon ou excellent. Ce qui est cependant plus important, environ 3/4 déclarèrent que le séjour en captivité avait changé positivement leur vision du monde. La plupart des prisonniers voulaient en apprendre plus sur la démocratie et seulement moins d'un dixième resta des nazis endurcis jusqu'en 1945. Des milliers maintinrent ensuite avec les familles américaines qu'ils avaient connues des amitiés par correspondance pendant des dizaines d'années. Certains, comme déjà mentionné, retournèrent en Amérique comme amis, et cela littéralement en 1985, à l'occasion du 40e anniversaire de la fin de la guerre, d'anciens prisonniers allemands organisèrent une grande rencontre au Texas, où vinrent plus de 500 anciens prisonniers avec leurs familles. Ils voulaient montrer à leurs enfants et petits-enfants les lieux où avait commencé leur transformation. À cette action s'exprimèrent beaucoup d'orateurs, d'anciens prisonniers. L'un, par exemple, raconta « Pour beaucoup d'entre nous, la vie dans les camps était en fait une amélioration par rapport à l'enfance en Allemagne. Pour la première fois, nous avons connu l'eau courante, le chauffage central et assez de nourriture. Mais surtout, nous avons connu la dignité humaine. » Un autre qui avait travaillé dans l'Iowa dans les fermes ajouta « Les fermiers ne nous traitaient pas comme des ennemis, mais comme des jeunes gens de loin. Ils partageaient avec nous leur nourriture, leurs expériences, parfois même leur foyer, et cela de la part de gens dont les fils combattaient contre nous au front. Cette humanité nous a changés pour toujours. » Le point culminant émotionnel de la rencontre fut le discours de l'ancien officier Hermann Gutzke, ou Gutze, un monsieur de 87 ans, autrefois nazi endurci, qui résuma ce que lui et ses camarades avaient vécu en captivité. « Nous sommes arrivés en Amérique comme ennemis, comme nazis, comme des gens croyant aux mensonges. Nous sommes repartis comme amis, comme démocrates, comme des hommes qui avaient connu la vérité. L'Amérique nous a montré que la vraie force ne vient pas de la conquête, mais de la production, pas de la haine, mais de la diversité, pas de la tyrannie, mais de la liberté. Nous avons vu l'arsenal de la démocratie en pleine production, des usines qui crachèrent les outils de la victoire. Nous avons vu des fermiers qui produisaient de la nourriture pour le monde entier, des ouvriers qui construisaient des avions et des tanks, et des citoyens qui traitaient même les ennemis dignement. Nous avons connu que la vraie arme de l'Amérique n'était pas ses bombes ou ses tanks, mais sa capacité inépuisable de créer et sa confiance en soi inébranlable. Nous sommes retournés en Allemagne avec la mission de construire une société qui sache créer au lieu de détruire, qui sache prospérer par la paix au lieu de la guerre. L'Allemagne qui se releva des cendres fut construite aussi sur les leçons que nous avons apprises dans les camps de prisonniers américains. Nous qui sommes venus comme conquérants, nous sommes repartis comme élèves de l'Amérique. À vous, nos anciens ennemis et aujourd'hui amis, nous remercions de nous avoir montré le chemin. » Après ces mots, tous dans la salle se levèrent pour des ovations enthousiastes. Américains et Allemands ensemble, autrefois ennemis, maintenant unis dans la reconnaissance de quelle incroyable transformation s'était déroulée. Cette histoire ne serait pas complète si nous ne rappelions pas aussi les données dures, avec quel effort les États-Unis gérèrent toute cette action prisonnier. Au moment du sommet de l'internement, existait aux États-Unis plus de 500 camps de prisonniers répartis dans 45 États. La construction de chaque camp durait seulement environ 3 mois. Les Américains déployèrent simplement leur efficacité aussi dans ce domaine. Au total, pas cernés par les camps américains, c'est environ 371 000 Allemands, plus quelque chose de plus de 50 000 prisonniers d'autres nationalités, surtout des Italiens. En moyenne, chaque mois de l'année 1944, s'ajoutaient 30 000 nouveaux prisonniers. Après le jour J, même 60 000 par mois, et les Américains le géraient logistiquement. Les prisonniers pendant le séjour travaillèrent 14 millions d'hommes-jours dans l'agriculture, coupèrent une quantité énorme de bois, aidèrent à maintenir en marche certaines entreprises. Ils recevaient pour le travail un salaire symbolique, 80 cents par jour, qu'ils pouvaient dépenser dans les cantines du camp.
c'était aussi un moyen génial de motivation et de récompense. Dans certains États du Sud apparurent même des plaintes de fermiers locaux. Les prisonniers mangeaient et logeaient, soi-disant mieux que nos ouvriers noirs. Ce qui était malheureusement parfois la vérité. Et cela aussi mena les prisonniers à la réflexion sur les paradoxes américains de la ségrégation raciale, comme nous nous le dirons dans un moment. Du point de vue de la sécurité, de ces centaines de milliers de prisonniers, personne ne s'évada à la liberté définitivement. Quelques milliers de tentatives eurent lieu, mais aucune ne réussit de sorte que l'intéressé échappe à la recapture ou qu'il nuise aux civils. Rien de tel n'arriva. Bref, l'opération avec les prisonniers de guerre aux États-Unis fut une action massive et réussie. Ce qui est cependant crucial, la victoire que l'Amérique atteignit dans ces camps ne fut pas une victoire militaire, mais morale et idéologique. L'écrasante majorité des prisonniers repartaient d'Amérique avec un réglage d'esprit différent de celui avec lequel ils étaient venus. Leur captivité se transforma en fait en éducation. Leur défaite signifiait pour eux, finalement, l'illumination. Et leur emprisonnement devint pour beaucoup la libération des chaînes de l'idéologie nazie. L'histoire des prisonniers de guerre allemands aux États-Unis est un chapitre fascinant de l'histoire qui peut nous dire beaucoup encore aujourd'hui. Elle montre que la vraie force d'un pays ne repose pas seulement sur le nombre de tanks et de canons, mais aussi sur sa supériorité économique et morale. L'Amérique, au temps de la Seconde Guerre mondiale, prouva au monde qu'elle était capable de devenir l'arsenal de la démocratie, produire une quantité inimaginable d'armes et de provisions dont elle submergea les champs de bataille. Mais peut-être encore plus important fut que cet arsenal, elle le compléta par la générosité et l'humanité qu'elle pouvait se permettre justement parce qu'elle se tenait fermement sur ses pieds. Les prisonniers allemands repartaient chez eux, avec la conscience qu'ils avaient été vaincus non seulement par la force matérielle, mais aussi par la force des idées et des valeurs. C'est justement en cela que réside l'enseignement principal. Le cœur et l'esprit d'anciens ennemis. Vous ne les gagnez pas par la vengeance et l'oppression, mais en montrant les avantages de votre propre mode de vie. Cet épisode historique se refléta aussi dans l'arrangement d'après-guerre. Les prisonniers qui avaient vu en Amérique la démocratie et l'industrie fonctionnant devinrent des ponts naturels entre les anciens ennemis. Ce n'est pas un hasard que de l'Allemagne d'après-guerre devint un allié des États-Unis, car des dizaines de milliers de futurs citoyens allemands avaient goûté le traitement américain sur leur propre peau et répandirent cette expérience plus loin. Quand naquit en 1949 la République fédérale d'Allemagne, dans la société était déjà enracinée l'aspiration à égaler l'Ouest, pas à lui rendre l'appareil. En un certain sens, justement ces rapatriés aidèrent de l'Allemagne à marcher vers la démocratie et le miracle économique. Et nous ne devons pas oublier, aussi grâce à cela, l'Allemagne et les États-Unis et les autres pays occidentaux devinrent dans les décennies suivantes des alliés fermes qui affrontèrent ensemble de nouveaux défis comme la guerre froide. Aujourd'hui, presque après 8 décennies, il est jusqu'à émouvant de lire les souvenirs de ces anciens soldats. Beaucoup d'entre eux vécurent leurs derniers jours en paix avec reconnaissance envers l'ancien ennemi. Par exemple, ceux qui participèrent au rassemblement mentionné au Texas en 1985 prenaient leurs hôtes américains comme de vieux amis. Quand je suis retourné en Amérique et que j'ai rencontré ces fermiers chez qui je cueillais autrefois le coton, racontait l'un d'eux, nous nous sommes embrassés. Nous avions depuis longtemps oublié que nous avions été ennemis. Nous avons vécu ensemble l'humanité au milieu de la guerre, et cela ne s'oublie pas. Bien sûr, il ne faut pas idéaliser. Tous les prisonniers ne passèrent pas par la même transformation, et les camps américains n'étaient pas non plus des camps de vacances. Même là se produisaient des problèmes, violences occasionnelles entre prisonniers, affrontements entre nazis endurcis et ceux éclairés, ou même quelques cas d'abattage lors de tentatives d'évasion. Et nous ne devons pas non plus omettre les défauts américains. Beaucoup de prisonniers furent aussi tourmentés, par exemple, parce qu'ils virent dans les États du Sud le traitement des Afro-Américains. Cet aspect, nous l'avons jusqu'ici seulement légèrement mentionné. Certains Allemands observèrent effectivement avec étonnement et indignation la ségrégation raciale aux États-Unis, qui était alors une réalité surtout dans le Sud. Quand ils travaillaient dans les plantations de coton aux côtés d'ouvriers noirs, ils découvrirent que les Américains noirs avaient moins de droits qu'eux, ennemis prisonniers. Ils ne pouvaient-ils pas manger avec les Blancs dans la même cantine, devaient ramasser des normes plusieurs fois plus grandes que les prisonniers,
vivaient dans la pauvreté, souffraient d'humiliation. Certains Allemands en furent surpris et l'hypocrisie de la ségrégation ne leur échappa pas. Les Américains nous prêchaient l'égalité des races, dit après la guerre un prisonnier. Et pourtant, il leur fallut encore 2 décennies avant d'abolir la ségrégation raciale par la loi. Et même de telles observations, ils emportèrent donc. Mais au lieu que cela les confirme dans le nazisme, qui était pourtant fondé sur la supériorité raciale, beaucoup le perçurent comme un paradoxe que l'Amérique devait résoudre. L'important est que malgré ces contradictions, les prisonniers reconnaissaient, dans les grandes lignes, le système américain fonctionne mieux que le nazi. La démocratie est capable d'apprendre et de s'améliorer, comme le montra l'évolution aux États-Unis dans les années 50 et 60, quand se produisit l'essor des droits civiques. Ces nuances rendent toute l'histoire encore plus colorée et réaliste. Que pouvons-nous donc retenir aujourd'hui? Premièrement, c'est l'inspiration dans le sens que le pouvoir doux et le bon exemple peuvent avoir un impact énorme. Ce que ne réussirent pas des centaines de tracts largués d'avions sur les tranchées allemandes, un hamburger ordinaire et une promenade autour d'une usine éclairée le réussirent. C'est une leçon aussi pour le monde actuel, plein de conflits et d'affrontements idéologiques. Si nous voulons convaincre les autres de nos valeurs, le plus efficace est de vivre ces valeurs en pratique et de ne pas avoir peur de les montrer même à nos adversaires. Une société forte et confiante en elle-même se reconnaît au fait qu'elle n'a pas besoin de maltraiter ses prisonniers, parce qu'elle sait qu'elle obtiendra un plus grand effet en leur montrant son meilleur visage. Deuxièmement, l'histoire montre l'importance du traitement humain conforme au droit international. Quand nous entendons aujourd'hui parler de prisonniers de guerre dans divers conflits, on mentionne toujours la Convention de Genève. Les Américains, dans les années 1943 à 1945, respectaient cette convention entièrement et allaient même au-delà. Non seulement par altruisme, mais aussi par pragmatisme. Ils comprenaient qu'un prisonnier bien nourri ne cause pas de problème et qu'un prisonnier satisfait peut être après la guerre un allié précieux, tandis qu'un prisonnier misérable ne nourrira que le désir de vengeance. Ceci est un message valable toujours. Après tout, même l'Union soviétique captura des millions d'Allemands, mais la plupart d'entre eux retournèrent physiquement et psychiquement brisés, beaucoup périrent dans les camps soviétiques. Le résultat fut une résistance et des traumatismes durables. En RDA, cela fut réprimé par la force. Mais en Allemagne de l'Ouest, ces souvenirs renforcèrent l'aversion pour le bloc totalitaire oriental. La comparaison est éloquente. Des prisonniers en Amérique devinrent après la guerre des bâtisseurs de démocratie. De beaucoup de prisonniers en URSS devinrent des opposants au communisme, ceux qui survécurent. Et enfin, l'histoire des prisonniers allemands en Amérique est un rappel que même au milieu de la guerre, la plus terrible, on peut trouver un germe de paix et de compréhension future. Qui aurait pensé en 1944 qu'en 40 ans, les anciens ennemis se rencontreraient comme amis, et que les Allemands remercieraient au Texas les Américains d'avoir montré le chemin? Et pourtant, cela arriva. Aujourd'hui, le monde est de nouveau plein de tensions et de divers stéréotypes sur les autres. Peut-être vaut-il la peine de se rappeler comme il peut être puissant quand les gens se laissent voir mutuellement la réalité, et quand le vainqueur, au lieu d'humilier, tend la main au vaincu. Ce n'est pas en vain que quelqu'un a dit que la plus grande victoire américaine de la Seconde Guerre mondiale ne se déroula pas sur les champs de bataille, mais justement dans ces camps silencieux derrière les barbelés. Là, les preuves de prospérité démocratique et d'humanité réussirent ce que ne réussirent pas les armées, transformer complètement la façon de penser des ennemis. Aujourd'hui, quand les États-Unis et l'Allemagne sont des alliés proches dans l'OTAN et affrontent ensemble des défis globaux, il est jusqu'à incroyable de quelle distance ils sont venus, depuis l'époque où ils se tenaient l'un contre l'autre à la vie et à la mort. Et il est inspirant de réaliser qu'un des ponts vers la compréhension fut construit justement par ces prisonniers de guerre nourris et éclairés. C'est une histoire qui montre que même dans les temps sombres, peuvent naître de bonnes actions des graines du bien futur. Je vous remercie d'avoir suivi ce voyage historique jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, je serai content si vous lui donnez un like et la partagez avec vos amis. Cela nous aide à répandre ces histoires remarquables plus loin. Et n'oubliez pas, de l'histoire, nous pouvons tirer des enseignements et de l'espoir. Je prépare déjà pour vous un autre sujet intéressant, alors j'ai hâte de vous revoir la prochaine fois. Au revoir.